Merci pour l'opportunité d'évoquer ces enjeux géopolitiques. Comme vient de le rappeler Hervé, c'est une des clés de compréhension aujourd'hui des débats qui se structurent autour de cette question de l'information extra-financière et de l'évaluation de la performance extra-financière. Et pour comprendre les enjeux actuels, il me semble qu'il faut revenir à ceux un peu plus lointains au cours des années 2000, ces enjeux autour du processus d'adoption des normes IFRS par l'Union européenne. Des normes, et Hubert Redry l'a rappelé, des normes qui ont été adoptées par l'Union européenne en 2005. C'est, je dirais, un tournant, puisque cette adoption, finalement, a signifié que l'Union européenne a délégué son pouvoir de normalisation à l'IASB. Il a été montré que cette délégation, cet abandon quelque part, puisque l'Union européenne avait déjà réfléchi à cette question de la normalisation de l'information financière, cet abandon s'est fait sous la pression des représentants britanniques au sein de la Commission, voilà, qui ont vraiment poussé fort pour que l'Union européenne rejoigne l'IASB. Voilà. Et par la suite, de nombreuses controverses, des débats académiques voilà, qui vont apparaître, qui vont reprendre les arguments qui ont largement été développés par Hubert dans son intervention que j'ai trouvée passionnante, comme les présentations de ceux qui m'ont précédé. Merci beaucoup d'ailleurs à vous trois. Et on retrouve dans ces normes IASB un cadre conceptuel qui est orienté autour de la juste valeur, autour de la primauté de l'actionnaire et une vision de l'entreprise désencastrée. Et donc Hubert a insisté beaucoup là-dessus, une entreprise qui est hors sol, et je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important aujourd'hui parce que c'est ce qui permet de comprendre aussi la différence entre une vision qui se structure autour d'une matérialité simple, une matérialité financière, ou une matérialité double, où on voit l'intérêt de penser l'entreprise comme étant en société et comme ayant un impact sur l'ensemble de son écosystème. Alors, par rapport à ceux qui posaient un certain nombre de questions sur voilà, comment en fait ces normes IFRS se situent dans les débats académiques, je vous invite, pour ceux qui souhaitent approfondir justement la compréhension de ces questions, à lire, alors non pas parce que je suis rédacteur en chef de la revue CCA-AAC, mais parce que ces articles sont vraiment passionnants. Ils ont été publiés en 2010 et en 2011, écrits par des références dans la pensée comptable. C'est Bernard Collas, j'ai vu que Elsa Bischoff, vous citiez l'ouvrage Les écrits de Bernard Collas 2004. Et en fait, Bernard Collas, Alain Burlot, en 2010 et en 2011, ont posé vraiment, je dirais, des questions essentielles autour de la légitimité de l'IASB. Il y a eu des réponses d'ailleurs de collègues, des réponses aussi de représentants de l'IASB suite à un des articles notamment. Et donc, il y a toute une discussion qui s'est ouverte dans la revue CCA-AC en 2010-2011. Et en fait, on voit très bien, et Bernard Collas et Alain Burlot reprennent justement les arguments qu'ils développent depuis très longtemps autour du rôle politique, Hervé l'évoquait, voilà, du rôle politique de la comptabilité, montrant que la comptabilité n'est pas neutre, loin s'en faut, et que les conventions comptables, les principes comptables vont influencer l'appréciation que l'on a de la performance des entreprises. Et pour répondre à la question qui était posée et qu'a reprise Clément, moi, il me semble qu'effectivement, ce n'est pas un problème de compréhension de la part des instances, mais c'est vraiment un problème politique, puisqu'en fait, on a fortement conscience, en tout cas aujourd'hui, on ne peut plus ignorer un certain nombre d'éléments, et en particulier le fait que la comptabilité n'est pas neutre. À l'époque, on peut se poser la question de savoir si les représentants de l'Union européenne
ignorer l'importance politique de la comptabilité. Voilà, ils ont un peu certainement laissé de côté des éléments importants. On l'a vu après avec la crise des subprimes, la position du G20 qui s'est fortement interrogée sur l'influence que les normes IFRS avaient pu avoir sur la propagation de la crise. Et en fait, les acteurs politiques, les décideurs publics ont semblé accorder, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, la comptabilité est souvent sur le devant de la scène quand se posent des questions sociales, des questions socio-économiques. Et en termes de recherche, du côté des académiques, les questions qui émergent des réflexions comptables vont souvent aller chercher des références qui ne sont plus simplement des références économiques, mais plutôt des références sociologiques, des références historiques, des références des sciences politiques, et ce qui permet de mieux comprendre les différents enjeux. Se poser aussi la question, et on la pose, on l'a vu aussi dans l'exposé de Franck Cageri, la question de la légitimité des membres de l'IASB, comme peut se poser aujourd'hui la question de la légitimité des membres de l'ISSB. Voilà, cette légitimité, le parcours, hein, le parcours professionnel, et on retrouve aussi beaucoup d'écrits sur ces questions. Que viennent-ils chercher, que viennent-ils défendre ? Du côté des membres de l'IASB, on voit que, par exemple, la profession des auditeurs est particulièrement bien représentée. Voilà, donc les grands cabinets d'audit. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Voilà, quelle vision eux aussi portent-ils ? Et clairement, on le voit dans de nombreux travaux, la question de ces trajectoires politiques, la question des pairs, hein, cette idée que finalement les acteurs vont se répondre et partagent les mêmes appréciations et les mêmes types de croyances, joue beaucoup dans la façon dont le cadre conceptuel de l'IASB a pu émerger et surtout se diffuser. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les représentants de l'Union européenne sont plus conscients de cette importance politique ? Je dirais que c'est à espérer, et que de toute façon, au moins, je dirais, les débats sont là, ils sont là avant la question d'une adoption qui serait une adoption unanime. Voilà, parce que les débats dans les années 2000 sont plutôt apparus après. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on débat avant de l'intérêt de garder une normalisation européenne spécifique, voilà, qui porte une vision plus large, une vision différente. En tout cas, parce qu'on l'a bien compris hein, dans ce qui a été dit précédemment, c'est que l'ISSB, alors moi je dirais au moins pour l'instant, parce que bon, on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer, même s'il faut rester vigilant, mais l'ISSB, en tant qu'organisme satellite de l'IASB, porte une vision qui est celle des investisseurs, hein, voilà, avec une analyse qui est fondée sur les risques, qui est fondée sur la recherche de création de valeur. Et donc ça implique bien entendu que des choix vont être faits sur la façon dont on va imposer aux entreprises, ou les laisser d'ailleurs libres, d'informer les lecteurs, les utilisateurs des comptes sur un certain nombre de thématiques. Donc on a d'un côté l'ISSB qui partage cette vision, en tout cas qui entend partager cette vision d'un investisseur qui apparaîtrait comme très intéressé par les questions au moins environnementales, en tout cas les questions climatiques, sous l'angle du risque. Et puis l'Union européenne, qui a fait de la double matérialité la pierre angulaire de son dispositif révisé, la CSRD, comme l'indiquait Hervé. Donc la double matérialité, c'est donc d'un côté une matérialité simple, une matérialité financière, qui essaie d'expliquer quels sont les risques qui sont supportés par l'entreprise, et puis une matérialité socio-environnementale
qui, elle, reprend les conséquences de l'activité de l'entreprise sur son écosystème. Voilà, donc une vision, quand on regarde du côté de la double matérialité, qui est plus complexe, mais qui va être plus complète. Et par exemple, là, il apparaît clairement que la vision que porte l'ISSB pour l'instant est relativement restreinte, hein, puisqu'il semble qu'on s'oriente plutôt vers la publication, pour l'instant, d'éléments qui relèvent plutôt du champ de l'environnement et de la question climatique. Dans la double matérialité, la vision est beaucoup plus large. Voilà. Et ceci dit, on a encore un sujet ici de débat parce que les conséquences, hein, dans la double matérialité, les conséquences de l'activité de l'entreprise, Hervé a aussi commencé à le dire, ces conséquences vont pouvoir être appréhendées de plusieurs façons. Par rapport au bien-être des parties prenantes, par exemple. Comment est-ce que ce bien-être est impacté par rapport à l'existence de limites planétaires. Voilà, donc encore un sujet de débat. Et je profite d'avoir la parole pour rappeler, vous le savez peut-être déjà, que le 10 juin, le CERCES organise, selon ce même format, un événement sur la question de la double matérialité, voilà, où on pourra développer de façon beaucoup plus approfondie cette question-là. Voilà, alors aujourd'hui, ces enjeux politiques, on le voit, c'est vraiment, voilà, est-ce qu'on donne la main à un organisme qui plutôt, de son côté, tend la main à des investisseurs et construit un référentiel qui leur permettra justement, dans une visée très pragmatique, de pouvoir saisir les enjeux en termes de création de valeur, ou est-ce qu'on est sur une démarche qui est une démarche beaucoup plus large, voilà, plus complexe, plus coûteuse, peut-être moins pragmatique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, le mardi, Emmanuel Faber a rendu visite à la FEP, hein, le regroupement des entreprises privées, à son homologue allemand. Voilà. Et à la suite de cette visite, la FEP et la DAI, donc l'organisme allemand, ont apporté, je ne sais pas comment le dire exactement, mais ont apporté leur soutien à l'ISSB. Alors, c'est relativement peu surprenant, hein, mais ça permet de répondre aussi à la question qui a été posée tout à l'heure sur pourquoi l'ISSB est plutôt simple matérialité que double matérialité. Quelque part, les entreprises qui sont tenues par les obligations ont plutôt envie d'avoir des obligations molles, voilà, et en tout cas dans la pratique. Et leur intérêt, c'est d'avoir le cadre le moins contraignant possible. Et elles ont tout de suite perçu voilà, en quoi le cadre de l'ISSB était certainement plus intéressant pour elles, en tout cas moins coûteux en termes de partage d'expertise. Et je dirais finalement assez ressemblant avec ce qui peut exister actuellement autour du climat et avec, par exemple, les travaux de la TCFD qui vont être repris par l'ISSB et qui font qu'on est plutôt dans une démarche de standardisation de ces questions. Moi, je dirais qu'il y a aussi une interrogation sur le rôle de la GRI qui me semble plus floue. Parce que la GRI, donc la Global Reporting Initiative, qui est le référentiel privé de normalisation qui est le plus ancien, qui a été créé en 97, voilà, la GRI a été sollicitée par les deux parties, hein, c'est-à-dire par l'ISSB, qui souhaite s'appuyer sur ces travaux, et puis aussi, et de façon un peu plus ancienne, par l'Union européenne, voilà, qui travaille de concert avec les représentants de la GRI. Ce qui veut dire que déjà, il y a une reconnaissance de tout le travail qui a été fait depuis 25 ans maintenant par ces acteurs de la normalisation de l'information sociale et environnementale. Donc ça, je pense que ce n'est pas à négliger. La question maintenant, c'est voilà, comment vont s'orienter les deux parties autour des travaux qui ont pu être faits. Et moi, je dirais, espérons que voilà, cette fois-ci, l'Union européenne
saura garder la main, ce qu'elle n'a pas su faire en 2005, enfin, au début des années 2000, que des leçons seront tirées de cette époque-là, voilà, que les conséquences ont pu être appréciées, hein, et en tout cas dans leur ampleur qui a pu parfois être dramatique, et que donc là, les cartes sont dans leurs mains, je dirais, sont aussi dans nos mains, parce que c'est important de pouvoir participer aussi au débat sur ces questions. Je vous remercie.